Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les mercatos des clubs de Ligue 1 et on s'approche tout doucement de la fin puisqu'on en est déjà au 15e épisode et pour ce 15e épisode on va se diriger sur la Côte d'Azur pour parler de l'OGC Nice et il y a beaucoup de choses à dire sur le club azurien. On va revenir sur la saison dernière de l'OGC Nice avant de dresser un bilan du mercato actuel et de fixer les objectifs de la saison 2023-2024. Donc partons vers le sud et on va commencer par faire un bilan de la saison dernière. Et c'est vrai que la saison dernière de l'OGC Nice a été très décevante, ça a été symbolisé, ça a été vu comme un coup d'arrêt dans le projet Ineos parce que finir 9e avec un tel budget, avec de telles ambitions, avec de telles attentes placées en l'effectif sur le début de la saison dernière, ça a été évidemment très décevant. On était loin de la saison 2021-2022 de l'OGC Nice où tu t'étais hissé jusqu'en finale de la Coupe de France, où tu avais fait quand même une très belle saison avec Christophe Galtier, où tu as longtemps été sur le podium, même si sur la fin ça avait été plus dur. Mais c'est vrai que la saison 2021-2022 a été largement meilleure que la saison 2022-2023 et c'est très décevant quand on sait que dans ce projet-là, c'était vraiment la progression qui était de mise, c'était la progression qui était visée. On a l'impression qu'on est davantage sur une stagnation, sur une régression que sur une progression et c'est vraiment très décevant. Il y a d'abord eu évidemment la mauvaise décision de faire revenir Lucien Favre, parce que Lucien Favre avait fait des belles choses dans le passé du côté de l'OGC Nice, mais c'est un coach qui est plutôt dépassé, qui est plutôt vieillissant, qui n'est plus en accord avec le football actuel et forcément tu as fait un peu du recyclage, ça a été un peu ta solution de facilité et évidemment tu n'es pas allé explorer le marché, tu l'as pris un peu comme ça parce qu'il avait un certain passé, parce qu'il était apprécié par les supporters et tu n'as pas réfléchi vraiment au fond. C'est vrai que ça s'est tout de suite vu sur le début de saison, il y a eu une incompatibilité avec les joueurs, il y a eu évidemment de très mauvais résultats et ça a été très dur pour Lucien Favre qui a été remercié courant décembre, courant janvier et qui a été remplacé par Didier Digard. Didier Digard qui est un ancien milieu de terrain du club, qui est un jeune coach, qui évidemment est arrivé avec des idées, avec un discours novateur, qui a séduit les joueurs parce qu'il avait une vraie proximité avec les cadres du vestiaire, il est arrivé avec un vrai discours aussi auprès des jeunes, parce que c'est un coach qui est jeune, qui est dans l'air du temps, donc au début ça avait évidemment bien fonctionné sous Didier Digard, mais rapidement il y a eu des signes négatifs, puisque Digard n'est pas programmé pour être entraîneur long terme, il a été appelé par intérim, il a été appelé pour rester jusqu'à la fin de la saison dernière, mais finalement il ne venait pas pour s'inscrire sur le long terme, mais c'était juste un intérimaire. Et donc au début ça a été plutôt bien, il a eu des relais dans le vestiaire, il y a eu des bons résultats du côté de l'OGC Nice, ils ont même gagné au Vélodrome, je m'en rappelle, ça a été bien, ils ont même passé un tour en Conférence League en battant le Sheriff Tiraspol, mais derrière tu te fais éliminer par balle, derrière il y a eu une succession de mauvais résultats qui font que tu finis 9ème, et donc forcément Didier Digard a été remercié comme c'était prévu au départ, il n'était jamais venu pour s'inscrire sur le long terme, mais à un moment donné, comme il y avait eu des bons résultats, beaucoup s'étaient posé la question, est-ce qu'il faut garder Digard? Mais finalement, on a tout de suite vu que le technicien français, que l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice a montré ses limites, qu'elles soient tactiques ou même dans la gestion humaine. C'est pas un coach qui est fait pour coacher un club comme l'OGC Nice, je pense qu'il est plus fait pour coacher les jeunes, parce que il a évidemment un discours qui peut passer auprès des jeunes, mais pour gérer un vestiaire de professionnels, il a tout de suite montré ses limites, et on a tout de suite vu que pour un projet comme le projet Ineos, qui a de grandes ambitions, qui vise la Ligue des Champions, qui vise de gagner des trophées, qui visait même de mettre à mal l'hégémonie du PSG sur le territoire français en termes de football, et bien forcément avoir Didier Digard en tant que coach c'est très compliqué, il faut tout de suite viser plus haut si tu veux aller plus haut et forcément ça a montré ses limites et Francesco Farioli, le nouveau coach, a été intronisé début juin. On va maintenant parler des arrivées, du mercato, et c'est vrai que jusqu'à fin juillet, Nice a vraiment été très timide sur le mercato. Il y a eu deux arrivées, celle de Morgan Sanson, un visage bien connu de la Ligue 1, qui a joué du côté de Marseille, qui a été très bon à l'OM, qui a été prêté par Aston Villa à Strasbourg sur les 6 derniers mois de la saison dernière, et qui a été très intéressant en Alsace, et qui a été reprêté donc par le club anglais du côté de Nice. Moi je le prends un peu comme une trahison, il a joué pour l'OM, il va du côté de Nice, bon j'ai envie de dire c'est normal, les joueurs de Ligue 1 qui font du recyclage, qui reviennent dans des clubs, etc. Ça arrive très fréquemment. Et Sanson, c'est vraiment le joueur de Ligue 1 par excellence qui est parti se perdre en Première Ligue, pensant qu'il avait le niveau et qui revient un peu la queue entre les jambes en Ligue 1 parce qu'il se rend compte qu'en Première Ligue, c'est beaucoup trop élevé pour lui. Et donc, il vient du côté de Nice. Mais pour la Ligue 1, Morgan Sanson, c'est un joueur très intéressant. Maintenant, pour la Ligue 1, oui. Pour un club qui a fini 9ème de Ligue 1 la saison dernière, avoir Morgan Sanson dans ton effectif, c'est très bien. Mais pour un club qui a nourri l'ambition d'essayer de détrôner le PSG, pour un club qui a nourri l'ambition d'aller loin
dans des Coupes d'Europe, de se qualifier très souvent en Coupe d'Europe, de faire des top 3, de faire des top 5. Morgan Sanson, c'est quand même assez limite et tu aurais peut-être dû essayer d'aller chercher des joueurs d'un plus gros calibre. J'ai l'impression que Nice reste un peu sur ce plafond de verre, ils ne veulent pas aller plus haut, ils ne veulent pas recruter de joueurs un peu plus reconnus finalement et qu'ils sont restés finalement bloqués à ces joueurs-là de Ligue 1 qui sont très bons pour la Ligue 1 mais qui ne peuvent pas aller plus haut. Avec Morgan Sanson, tu peux viser l'Europa League, on l'a vu avec l'OM, mais tu peux pas viser la Ligue des Champions, tu peux pas viser un top 2, tu peux pas viser un top 3, tu peux pas essayer de te qualifier en Ligue des Champions ou même passer un tour en Ligue des Champions avec Morgan Sanson au milieu de terrain. Et donc, l'arrivée de Morgan Sanson, ça montre qu'il y a un coup d'arrêt dans le projet Ineos, parce que si le projet Ineos était vraiment là pour investir, pour essayer de faire progresser le club, de l'installer comme l'un des meilleurs clubs de France, tu aurais pris un milieu de terrain d'un plus gros calibre, tu aurais pris un milieu de terrain star, tu aurais investi de l'argent. Or là, tu te mets un peu dans une certaine facilité où tu vas chercher un joueur qui est très connu en Ligue 1 et qui finalement a un certain plafond de verre en termes de niveau et qui ne pourra pas t'amener plus haut. Il y a également l'arrivée de Boga, là il y a beaucoup plus d'ambition par contre, parce que Boga c'est quand même un joueur qui a fait des choses très intéressante du côté de Sassuolo, ça a été un peu plus compliqué du côté de Bergame, mais là tu as sorti le chèque avec 18 millions, on sait que ce genre d'ailier très rapide, qui ont une certaine expérience des grands championnats européens, en l'occurrence l'Italie, pour Boga, et bien sur le marché ils ont une énorme cote, et puis le prendre pour 18 millions c'est très intéressant, et puis c'est un joueur dont tu ne disposes pas dans ton effectif, tu as beaucoup de profils techniques, mais tu n'as pas ce joueur percutant, tu n'as pas ce joueur finalement qui va aller provoquer les autres défenseurs, essayer de déséquilibrer des blocs, et Boga c'est vraiment une prise très intéressante, par contre là je suis vraiment d'accord, mais encore une fois, pour jouer l'Europa League, oui. Pour jouer le haut de tableau, un top 5 en Ligue 1, oui. Mais pour jouer la Ligue des Champions, est-ce que Boga, ça te suffit? Je ne pense pas. Et je pense que Nice, sur ce mercato, montre parfaitement qu'il y a une limite en termes d'ambition et que la ligne directrice du début n'est plus vraiment suivie aujourd'hui. Et ça, c'est très compliqué, évidemment, pour les supporters qui avaient nourri énormément d'ambition. Et le projet Ineos, qui est installé depuis déjà quelques années à Nice, si vous aviez dit au début aux supporters de Nice que l'équipe ressemblerait à ça aujourd'hui, ils seraient vraiment surpris. Parce que là, au niveau du recrutement, il n'y a pas de ligne directrice. C'est quoi ta politique aujourd'hui? Et la politique de recrutement de Nice, elle est très floue, elle est très étrange, parce que tu prends Sanson, qui est un joueur Ligue 1 par excellence, tu prends Boga, qui a fait des belles choses, mais qui n'est pas non plus le haut du panier à son poste. Donc quelle est l'ambition de l'OGC Nice? Est-ce que Ineos veut faire de l'OGC Nice l'un des meilleurs clubs d'Europe, l'un des meilleurs clubs de France, ou est-ce qu'ils veulent que Nice continue à être un club du top 5, un club du top 8, etc. Donc si tu veux continuer à être un club du top 8, Sanson, Boga, c'est très intéressant, mais si tu veux viser le top 2, le top 3, je pense que ça va être assez limité, et puis surtout, il n'y a pas d'autres recrues. Normalement, tu recrutes beaucoup, normalement, tu investis de l'argent, normalement, tu es ambitieux, tu prends des risques, tu as beaucoup d'argent, tu le montres, tu le déballes sur le marché. Or là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas vraiment de recrues, il n'y a pas beaucoup de recrues qui sont venus renforcer l'effectif, un effectif qui a besoin d'être renforcé parce que c'est un effectif dont on a vu les limites la saison dernière, et donc forcément, c'est très compliqué. Tu as levé l'option d'achat pour Mofi, 22 millions d'euros. Là, par contre, c'est très intéressant parce que je pense qu'avec Mofi, tu peux franchir un cap au niveau des numéros 9 parce que jusqu'alors, c'était vraiment limité. Le dernier grand neuf que tu as eu, c'est peut-être Balotelli du côté de Nice, sinon tu n'en as pas eu beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir mis la main sur Mofi. Et puis, au niveau des départs, tu as fait des ventes par contre de joueurs dont tu ne veux plus. Et ça, c'est très intéressant parce que tu marques un point de rupture avec les flops que tu as connus dans le passé. Stengs, qui a été vendu 6 millions à Feyenoord, il a vraiment flopé du côté de Nice, même si à la base c'était vraiment un très beau prospect du côté des Pays-Bas, c'était vraiment un joueur très intéressant. Finalement c'est un flop. Delors que tu as réussi à vendre 5 millions, bon Delors c'est très intéressant aussi de prendre 5 millions pour un joueur de 31 ans qui était un peu en perte de vitesse. Dolberg qui est parti pour 5 millions du côté d'Anderlecht, lui aussi c'est un énorme flop comme Stengs, alors qu'à la base lui aussi c'était un prospect, donc là aussi tu as échoué dans ta politique de ramener des jeunes néerlandais, de ramener des jeunes danois, etc., de les faire progresser du côté de Nice. Tu as flopé dans cette politique-là parce que finalement, ces joueurs-là, tu n'as pas réussi à faire de plus-value dessus. Je me demande même si Dolberg, tu ne l'as pas acheté plus cher que tu ne l'as vendu. Donc oui, la politique de Nice du départ était bonne, c'était de ramener des jeunes joueurs danois, néerlandais, belges et d'essayer de faire du trading avec. Mais finalement, quand on voit que Dolberg et Stengs ont été vendus à un coût aussi bas, ben, on peut se demander si cette politique-là fonctionne et si finalement il ne peut pas changer de politique sportive au niveau du recrutement. Ramsey, Schneiderlin, Barclay qui partent libres, Mattia Vitti, Rares, Illier qui sont prêtés, donc eux aussi, deux jeunes que tu as pris, Vitti et Illier, deux jeunes espoirs très intéressants. Finalement, ils ont flopé du côté de Nice et il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que autant de jeunes flopent à Nice? Qui est le dernier jeune qui a vraiment cartonné du côté de Nice? Il faut vraiment se poser la question, quelle est la dernière grosse vente de l'OGC Nice? J'aimerais vraiment me poser la question parce qu'on a l'impression que tous les jeunes qui viennent à Nice, finalement, ne progressent pas et repartent soit en prêt, soit à un coût très bas. Et évidemment, ça c'est dû à la politique du club, à cette instabilité, au fait que Nice n'arrive plus à progresser et n'arrive plus à donner leur chance à ce genre de joueurs-là et n'arrive
n'arrive plus à les exposer, quoi, j'ai envie de dire. Et puis Nicolas et Pepe et Joe Bryan qui sont des flops, qui sont repartis dans leur club puisqu'ils ont vu leur prêt expirer. Donc voilà, tu as réussi à te débarrasser de joueurs dont tu ne voulais plus, mais de joueurs sur lesquels tu avais misé énormément d'espoir et qui finalement sont repartis un peu la queue entre les jambes, j'ai envie de dire, alors que c'est plus la faute du club que de ces joueurs-là, j'ai envie de dire. Parce que s'il y a autant de flops sur des jeunes aussi talentueux, parce que Stengs, Dolberg, Mattia Vitti, c'est quand même des joueurs très très talentueux à la base, qui auraient peut-être explosé dans n'importe quel autre club de Ligue 1, et finalement ils sont tous venus à Nice et ils ont tous floppé. C'est qu'au bout d'un moment, c'est peut-être pas tant leur faute que ça, même si sur Dolberg, je suis quand même un peu critique parce que il a quand même affiché à certains moments une attitude très moyenne, j'ai envie de dire. Il a quand même floppé parce qu'il a beaucoup joué, Dolberg, il a eu beaucoup sa chance du côté de Nice, donc peut-être que c'est sa faute à lui, mais sur les autres joueurs, j'ai du mal à croire que ce soit entièrement leur faute, et je pense que le contexte niçois ne leur est pas favorable parce qu'il n'y a pas de ligne directrice dans le projet. Quand tu vois que l'année dernière, tu as eu deux coachs, quand tu vois que Galtier est reparti directement au bout d'une saison, tu peux te poser des questions et tu peux te dire qu'est-ce qui se passe dans ce club pour que les jeunes qui sont à la base très talentueux finissent par flopper, parce que c'est peut-être dû aussi à cette instabilité, au fait qu'il y a un manque de ligne directrice dans le projet, que c'est un projet un peu à l'arrêt. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas vraiment quelle ligne directrice ils doivent donner à leur projet, et ça c'est très compliqué. Il y a des rumeurs, évidemment. Schmeichel, qui devrait repartir du côté de la Première Ligue, puisque Francesco Farioli veut installer Bulka au poste de numéro 1. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal de mettre enfin Bulka, parce que c'est un gardien qui au PSG a longtemps été remplaçant, alors que quand il jouait, il était bon. Là, quand il a joué Bulka en Coupe de France, à chaque fois que je l'ai vu, il a toujours été bon. Ça fait 2 saisons qu'il est à Nice et 2 saisons qu'il est remplaçant. Je pense vraiment qu'il faut faire une sorte de baptême de feu pour lui et essayer de le mettre directement en titulaire sur une saison. Je pense vraiment qu'il y a des choses très intéressantes à tirer de ce gardien qui est très jeune, qui a du potentiel et qui n'a jamais eu la chance d'être numéro 1. Et à chaque fois qu'il a pu jouer, il a toujours été bon. Et je pense que Schmeichel, ça y est, il est venu une saison, il a mis un peu la lumière sur Nice, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un gardien de niveau international. Mais bon, finalement, je pense que le mieux pour lui, ce serait de laisser la place aux jeunes et ça arrangerait vraiment tout le monde. Il y a aussi Ricardo Pereira, Luca Pellegrini, ça c'est des rumeurs au poste de latéraux parce que Melvin Barr à gauche, au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à devenir limite dans le projet niçois. Si tu veux vraiment progresser, je pense que Melvin Barr c'est quand même assez limité et qu'il faudrait à minima lui offrir une sorte de concurrence et au pire des cas le vendre, mais au minima lui offrir une concurrence pour qu'il puisse progresser. Et puis à droite, le retour de Ricardo Pereira avait été évoqué parce que Attal est fragile, il joue un match sur 4 et Lotomba ça me paraît aussi limité à l'image de Melvin Barr. Donc évidemment que les latéraux, tu dois avoir aussi une certaine diversité de profils parce que Lotomba, Barr c'est des profils un peu plus défensifs, j'ai envie de dire, qui ne sont pas vraiment portés vers l'avant. Parce que Barr, oui, il est porté vers l'avant, mais si tu es porté vers l'avant et que tu rates 90% de tes centres, on peut dire que tu n'es pas vraiment porté vers l'avant, donc peut-être que Pellegrini, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, aussi un peu d'ambition au niveau du mercato là-dessus. Je pense que l'arrivée d'un latéral, c'est absolument indispensable, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres rumeurs. Du côté de Nice, j'ai été assez surpris de voir qu'il n'y avait pas eu énormément de rumeurs non plus, et ça c'est vraiment dommage parce que Nice a de l'argent, Nice a de quoi dépenser, Nice est arrivé normalement avec une certaine ambition pour la Ligue 1, et c'est vraiment dommage et étrange de voir qu'il y a si peu de rumeurs pour un club qui avait nourri autant d'ambition. Maintenant au niveau du 11, alors le 11 qui va être dessiné du côté de l'OGC Nice, c'est un 11 finalement qui est sur la continuité de l'an dernier. J'ai envie de dire, t'as pas eu énormément de recrues, je pense pas que Sanson vienne pour être un titulaire indiscutable un cadre de l'équipe. Boga, oui, je pense que Boga vient pour être vraiment un élément indispensable parce que c'est un joueur dont tu ne disposes pas en termes de profil et en termes de qualité intrinsèque. Mais dans les buts, Bulka, je change, j'enlève Schmeichel et je mets Bulka. Sur le côté droit, Attal, s'il est là. Sinon, Lontomba ou sinon je recrute. Mais Attal, ça m'étonnerait que physiquement il ait encore la fraîcheur, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années qu'il est souvent blessé, donc c'est pas une valeur sûre. Todibo, que tu as réussi à garder, c'est peut-être ton gros coup du mercato, c'est d'avoir réussi à garder Todibo et Thuram, mais ça c'est très intéressant parce qu'ils étaient vraiment annoncés sur le départ et avec grande insistance sur la fin de saison dernière. Or là j'ai l'impression qu'il y a moins de rumeurs, même si attention à Thuram parce que Liverpool, avec les départs de Henderson et Fabinho, vont peut-être revenir toquer à la porte de l'OGC Nice pour l'international français, mais pour l'instant les deux sont là et ça c'est vraiment ta grosse réussite du mercato, c'est d'avoir réussi à les garder. Todibo, Dante qui a rempilé pour une année de plus et qui semble encore être en forme, donc en l'absence d'un autre défenseur, vu que tu as prêté Vichy, ben je mets Dante. Sinon il y a Youssouf qui a fait des belles choses aussi l'année dernière sur la deuxième partie de saison lorsqu'il est venu, donc ça peut être aussi un complément. À gauche, Barre.
Là aussi, en l'absence d'un autre défenseur gauche et avec le retour de Joe Bryan du côté de Fulham, ben, je garde Barre, mais si je peux recruter, je recrute, parce que Barre, ça me paraît quand même assez limité, même si sur la Ligue 1, pour viser le top 5, ça peut faire l'affaire, mais si tu nourris des ambitions, encore une fois, il faut aller chercher un autre joueur. Je pense qu'on va plutôt partir pour Nice sur un 4-4-2, parce qu'il y a un problème devant qui s'impose, c'est que tu as deux joueurs de grande qualité, tu as deux neufs de grande qualité que tu ne pourras pas tous les deux mettre sur le banc, à mon avis, parce qu'ils ont montré des belles choses ensemble, mais aussi sur le plan individuel. Donc Boudaoui et Thuram. Boudaoui qui a été l'une des rares satisfactions sous Digard, même lorsque Nice allait mal. Donc je pense que Boudaoui, ça peut être vraiment pas mal. À ses côtés, Thuram, qui est devenu absolument incontournable. Sofiane Diop sur le côté gauche. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il faut vraiment lui donner sa chance. Je trouve vraiment qu'il faut le lancer enfin, lui donner beaucoup de matchs titulaires pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel parce qu'il a beaucoup de talent. Je mets du coup Boga sur le côté droit. Je sais que son poste préférentiel c'est plus à gauche, mais je le mets à droite pour installer Diop à gauche. Et je pense que Boga a cette polyvalence qui fait qu'il peut jouer à gauche et à droite. Mais je pense qu'à droite ça peut être aussi très intéressant parce que la vitesse est la même, la percussion est la même. Et je pense qu'à droite aussi il peut montrer des choses très intéressantes. Et devant je mets Mofi et Laborde. Alors oui, je pense pas que Farioli veut jouer en 4-4-2, mais je pense que il ne faut pas se priver d'un des deux parce que c'est deux joueurs de grande qualité, c'est deux joueurs qui peuvent être complémentaires à mon avis. Mofi pour peut-être décrocher Laborde pour jouer plus haut ou vice versa. C'est deux joueurs qui peuvent marquer beaucoup de buts ensemble et je pense que les mettre en concurrence ce serait ridicule parce que c'est deux joueurs qui t'ont beaucoup apporté sur la deuxième partie de saison l'année dernière ensemble et je pense que voilà, ce serait bête de les enlever alors qu'ils ont été tous les deux très bons. Voilà, instaurer une concurrence ce serait un peu ridicule sachant qu'ils ont montré de très belles choses. Mofi c'est ton investissement, ton gros investissement sur le long terme et Laborde c'est le joueur type de Ligue 1 qui a marqué beaucoup de buts et qui a été vraiment une valeur sûre même dans le marasme de l'an dernier. Donc je pense qu'il faudrait les installer tous les deux. Le dernier point, le coach, Francesco Farioli, plutôt méconnu du grand public, très jeune, 34 ans, un Italien qui a officié du côté de la Turquie, qui a fait des très belles choses en Turquie, il a été très apprécié là-bas, notamment sur le plan tactique, il a réussi à faire surperformer ses équipes à chaque fois, à remettre en cause un peu la suprématie en Turquie qui est Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş et Başakşehir. Lui il a pris des plus petits clubs, mais avec l'un d'eux il a réussi à faire cinquième, donc c'est très intéressant. En Turquie, je sais qu'il a une très très bonne réputation, il a été adjoint de De Zerbi. Je sais que Nice a voulu attirer De Zerbi, donc c'est assez ironique, mais ça a été un adjoint de De Zerbi. De Zerbi l'a appelé lui-même pour travailler avec lui, donc c'est que le gars n'est pas un tocard, j'ai envie de dire. Il a coaché du côté de la Turquie, et lorsqu'il est arrivé en 2021, ça a été le plus jeune coach à officier en Europe, à 31 ans, donc c'est un coach qui est très précoce. Il coach depuis l'âge de 20 ans. Il a été entraîneur des gardiens à Benevento, il est parti du côté du Qatar entraîner les jeunes de la Spire Academy, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, malgré le fait qu'il soit très jeune. Il n'a officié que 74 matchs officiel, donc il y a un manque d'expérience qui pourrait faire peur aux supporters niçois, mais d'un autre côté, c'est un coach prometteur qui a des préceptes de jeu très définis, qui est très calqué sur le football moderne, donc ça c'est très intéressant si tu veux tourner la page de Favre, de Galtier, qui sont des entraîneurs un peu de la vieille école. Donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir engagé cet entraîneur-là. Je pense vraiment qu'il peut faire des choses intéressantes, mais son manque d'expérience pourrait être un frein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où vous voyez Nice finir la saison prochaine. Moi je pense que Nice peut viser le top 5, peut finir 4e, 5e. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.